On croit souvent que ce qui nous pousse à réussir, c'est la motivation, puis la discipline, puis l'ambition. Mais si on regarde plus profondément, c'est pas toujours aussi simple. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement ce qu'on fait qui compte. C'est le carburant qui nous propulse. Il y a un élan qui vient d'un endroit qui est sain, c'est-à-dire notre réel désir. C'est comme un feu intérieur là, qui nous soutient. Puis c'est l'envie, de là va venir l'envie d'exprimer, puis de créer, puis de prendre soin de soi, puis de contribuer à quelque chose qui fait du sens. Puis ce désir-là, bien, il nourrit, puis il nous donne de l'énergie. Et cet élan-là, il vient de soi. Exactement comme un arbre qui offre des fruits naturellement une fois qu'il est mûr, puis qu'il a reçu le soleil, puis les nutriments nécessaires. Mais il y a un autre élan qui lui ressemble, mais qui est beaucoup plus lourd, c'est-à-dire l'obsession. Et l'obsession va être alimentée souvent inconsciemment par la peur, par le manque, par le besoin de prouver. Puis elle dit, bien, si j'y arrive pas, en fait, je vaux rien. Puis si je ralentis, bien, tout va s'écrouler. Puis extérieurement, ça peut sembler être de la motivation, puis souvent c'est impressionnant, en fait, quand on le voit de l'extérieur, mais intérieurement, ça use, puis ça nous consume. Et même quand on touche à un vrai désir à l'intérieur de soi, là, un feu qui vient d'un endroit qui est juste, qui est vrai, bien, il peut devenir destructeur si notre corps ne suit pas. Ça veut dire si notre corps est engorgé puis que notre système nerveux est déjà en surcharge. Parce qu'à ce moment-là, ce feu-là ne va pas arriver à circuler. Donc, il va s'intensifier, ça va créer de la friction, puis ça va se transformer en tension, puis ça va finir par nous brûler de l'intérieur. Et donc, à ce moment-là, automatiquement, nos protections, nos mécanismes de protection vont prendre le dessus, puis on va se déconnecter de notre élan original. Donc, c'est vraiment un art que d'apprendre à laisser nos désirs circuler, et non pas que ça nous brûle ou que d'y couper puis de les étouffer. Puis j'ai besoin pour ceci de connecter à mon réel désir. C'est le désir d'être moi, d'arriver à être moi dans le monde, d'arriver à pouvoir faire ma fonction. Même quand c'est pas clair c'est quoi encore ma fonction, il y a comme un désir, je veux exister et non pas me compromettre ou être toujours dans une image de moi. Et de là, bien, je ne peux pas séparer l'ambition à la réalité de mon corps. Pour que le feu, là, ce feu-là intérieur, ce désir-là, bien, nous soutienne, il y a besoin de pouvoir circuler librement dans mon corps. Puis j'ai surtout besoin d'avoir la résilience de pouvoir contenir cette charge de vie-là, parce que c'est une charge, là, un désir. Puis c'est ça pourquoi, généralement, ça nous terrifie. Et ça va demander, en fait, de travailler avec le corps, puis d'apprendre concrètement à relâcher les tensions, les blocages, puis à retrouver de l'espace interne pour que l'énergie puisse circuler plutôt que d'être prise et créer de la friction. Et sans ça, en fait, même le plus grand, le plus beau des désirs, le plus réel des désirs, mais finit par devenir une obsession, puis surchauffe, puis nous épuise. Puis un autre point essentiel, c'est de distinguer nos réels désirs de ceux qu'on entretient, en fait, avec notre mental, qui viennent de l'extérieur. Et nos désirs qui sont réels bien, émergent d'un endroit profond. Fait que pour ça, j'ai besoin de plonger à l'intérieur de moi, puis ils sont liés à qui on est, à ce qui nous fait vibrer, à ce qu'on a réellement à offrir puis, ou à vivre. Ils sont reliés à notre fonction innée, donc à notre karma. Et ça prend du temps de déterrer ces désirs-là, puis aussi de les cultiver réellement. Tandis que les désirs du mental, c'est des fantasmes, c'est des projections, bien, eux sont souvent influencés par l'extérieur, en fait, par une forme de conditionnement social, familial, intergénérationnel, dans lequel on a grandi ou dans lequel on vit. Par exemple, les films qu'on a visionnés, les séries qu'on a consommées, autant quand on était plus jeune que présentement, les médias sociaux, les tendances, les images qu'on reçoit qui nous bombardent là, constamment, les idées, les comparaisons qui vont nourrir cette idée-là qu'il faut devenir quelqu'un d'autre pour valoir quelque chose. Et donc, plusieurs de nos désirs, finalement, ne nous appartiennent pas, même si on y croit dur comme frère. Puis aujourd'hui, bien, il y a un virus qui est planétaire, en fait. C'est celui d'être une star. Et la réalité, c'est que peu de gens ont ce karma-là, puis qui est un karma particulier, mais qui vient aussi avec un certain prix à payer. Mais il y a tellement de gens qui ont justement ce virus-là, puis qui ont cette idée que c'est ça, en fait, avoir de la valeur, que sans ça, bien, je vaux rien. Puis ça nous affecte, en fait, plus qu'on croit dans notre perception de comment on va se voir soi-même, de ce qu'on croit que devrait être notre vie ou que devrait être le succès. Puis c'est vraiment quelque chose de nettoyer, là, de nettoyer toutes ces idées-là qu'on peut avoir pour arriver à voir, mais attends, je suis faite pourquoi réellement?
Et quand on poursuit des désirs qui sont préfabriqués, qui ne viennent pas de soi, mais il y a tout le temps un prix à payer parce que au lieu de se rapprocher de soi-même, on est en train de s'en éloigner. Puis ça va créer plus de tension, puis de friction, puis d'aliénation. Puis on s'use finalement à courir après une image qui est pas la nôtre. Il peut parfois avoir certains points communs, là, mais comme on n'a pas d'autres modèles, bien, on est confus, puis là, on se projette. Puis comme je disais, bien, on est bombardé constamment. Là, on ne réalise pas à quel point, du coup, c'est profond, puis que ça nous atteint, puis qu'on a l'impression de ne pas avoir de valeur si, par exemple, on n'est pas une star ou si on n'est pas quelqu'un. Et un autre point qui est important de considérer, c'est aussi de prendre conscience de quel type de personne je suis. Parce que si je suis quelqu'un qui est particulièrement sensible, mais je ne vais pas arriver nécessairement à fonctionner de la même façon que quelqu'un qui est beaucoup plus adapté à fonctionner dans la société, dans ses règles, dans son fonctionnement. Donc, si je suis sensible, j'ai besoin d'abord, avant tout, là, en priorité, de me reconnecter à moi-même, à mon être sensible organique, pour ensuite pouvoir aller dans le monde puis accomplir mes objectifs ou offrir ce que j'ai à offrir. Versus quelqu'un d'autre va arriver beaucoup plus aisément, un peu comme un poisson dans l'eau, à opérer dans un cadre professionnel puis se pousser. Puis ça ne va pas être plus sain, il va avoir un prix à payer à long terme, mais son système, il est simplement plus adapté. Donc, il va arriver à fonctionner. Puis cette personne-là ne va pas nécessairement avoir les remises en question que vous avez constamment, qui est, on s'entend, épuisant. Par exemple, si je prends l'exemple d'une femme qui travaille qui est avocate, donc qui travaille dans un cadre professionnel qui est très masculin, puis dans la performance, puis il y a toujours une forme de compétition, puis elle est extrêmement sensible, puis elle est face, par exemple, à un collègue qui est littéralement comme une machine, là. Lui, il est juste capable de pouvoir comme continuer sans cesse, puis elle dit « Oui, mais moi, je ne peux pas compétitionner avec lui, j'y arrive pas, je veux pas ça. » Et donc là, c'est elle d'arriver à être honnête, bien attends un petit peu comment je peux respecter le fait que je sois sensible, puis d'amener ma part dans ce tout-là, puis de réaliser bien, qu'à ce moment-là, j'ai besoin d'apprendre justement à respecter cette sensibilité-là, puis à trouver ma place dans le monde sans avoir à me compromettre, finalement, ce que j'ai de plus précieux. Puis c'est pour ça que reconnecter avec le corps est absolument essentiel, parce que le corps, comme je le mentionne souvent, il ne ment pas. Fait qu'il va me permettre de ressentir ce qui est vrai, ce qui est juste, puis de reconnaître quand on se met dans une place qui est pas faite pour nous, ce qui nous appartient ou ce qui ne nous appartient pas vraiment, ce qui a été imposé. Et de là, plus je me dépose dans mon corps, mais plus je vais arriver à retrouver une forme de neutralité où je peux discerner, puis tranquillement toucher mes désirs profonds, fondamentaux, de ceux qui sont plus de surface ou des constructions. Donc, les véritables désirs, ça ne se force pas, en fait, ça se cultive. En développant une relation intime, puis vivante, puis ça demande aussi du temps puis de l'attention. C'est pas magique et instantané. Surtout qu'ils sont aujourd'hui ensevelis là, en dessous des couches et des couches de fantasmes, puis de rêves, puis de désirs qui n'ont absolument rien à voir avec qui on est. Donc, ça prend vraiment de la patience avant d'y toucher. Puis ensuite de ça, bien, j'ai besoin d'apprendre à laisser ce désir-là grandir, puis circuler, puis le laisser comme me guider, plutôt que de l'étouffer directement, parce que c'est souvent le cas, dès qu'on commence à ressentir, là, c'est comme intense, fait qu'on l'étouffe, ou à ce moment-là, on part dans un délire, puis on se raconte toutes sortes d'histoires qui fait qu'on va se déconnecter de cette réelle flamme-là, qui est toute petite. Donc, quand on apprend à écouter puis à laisser ce feu-là grandir doucement, bien, il devient petit à petit une force qui est stable, qui va nous propulser sans nous consumer. Puis c'est ce désir-là qui va nous permettre de nous donner la direction, puis qui va nourrir notre élan, puis qui va nous faire en sorte qu'on va garder le contact avec qui on est, puis qu'on va faire jamais, moi, je veux rien qui m'enlève de mon chemin. La vraie question, c'est pas seulement, mais c'est quoi mes objectifs, mais plutôt qu'est-ce qui me propulse, qu'est-ce qui va me permettre de me propulser. Est-ce que c'est des tensions qui me fait poser action? Est-ce que c'est un vide que j'essaie de remplir? Ou est-ce que c'est un feu intérieur qui est nourri par mes véritables désirs, puis qui à ce moment-là va me pousser à d'abord et avant tout guérir, prendre soin de moi, puis ensuite de ça avancer, puis créer. Donc, c'est la différence entre l'obsession puis le désir qui est réel, puis la différence entre courir pour se fuir versus apprendre à marcher avec consistance pour avancer. Puis de là, bien, comme je le mentionnais, j'ai besoin d'être honnête avec le type de personne que je suis. Ça veut dire qu'est-ce que j'ai réellement besoin dans ma vie pour cultiver ce feu puis ce désir-là, puis qui va être sans doute
différent de mes collègues ou de la norme qui est présentée partout. Parce que si vous écoutez cette vidéo, c'est clairement qu'il y a un autre besoin qui est présent. Donc, se poser la question, ce que je poursuis en ce moment, est-ce que ça me nourrit ou est-ce que ça me vide? Parce que le succès, c'est pas de réaliser là, toutes les idées ou les objectifs qu'on a pu avoir dans notre mental là, qui est accumulé. C'est plutôt de marcher un chemin où mon feu intérieur peut grandir, où ça peut circuler, puis ça peut servir, puis ça peut me soutenir plutôt que de complètement m'épuiser. Donc, si vous êtes intéressé à cultiver ce feu-là à l'intérieur de vous, puis à faire le tri de ce qui vous appartient, de ce qui ne vous appartient pas, puis d'arriver aussi à faire mieux ce que vous faites déjà ou ce que vous avez à cœur, vous êtes bienvenue à mon prochain atelier sur le sujet qui est « Réussir sans se brûler », rien de moins. Vous allez avoir tous les détails en cliquant sur le lien en description.